Bienvenue à tous, bonjour, bon après-midi, bonsoir et merci d'avoir participé à ce webinaire sur l'harmonisation des politiques et des réglementations en matière de paiement transfrontalier dans la région de la CAC. Aujourd'hui, on va parler du cas de la République démocratique du Congo. Je vais très rapidement partager quelques notes logistiques d'organisation avec vous avant de commencer. Donc, ce webinaire va durer 1 h 30. On va enregistrer et partager ce webinaire avec toutes les présentations avec vous dans quelques jours. Si vous avez des questions sur les présentations ou la discussion avec les panélistes, vous pouvez les ajouter dans la section questions et réponses en bas de votre écran et préciser à qui s'adresse votre question et on y répond à la fin du webinaire. Donc voilà, maintenant je laisse la parole à ma chère collègue Angèle, qui est notre spécialiste en politique des transferts de fonds. À toi, Angèle. Angèle, on ne peut pas t'entendre. Voilà. Voilà, merci beaucoup Justine. Comme vous pouvez le voir, notre agenda d'aujourd'hui est assez chargé. Donc, nous allons commencer déjà notre session avec un mot d'ouverture de Monsieur Jules Touka, représentant de la CEAC. Ensuite, nous aurons une série de 3 présentations de l'UNCDF, de la Banque centrale du Congo et du ministère de Finances, pour après avoir une session d'échange avec nos panélistes avant de prendre les questions de l'audience et enfin conclure avec les remarques finales. Donc, nous avons un groupe de panélistes distingués experts qui vont partager avec nous les leçons tirées de leur vaste expérience pratique à opérer dans le secteur financier congolais. Sans plus tarder, je passe la parole à Monsieur Jules Touka, chef de service des affaires économiques et financières de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Bienvenue. Monsieur Touka, à vous. Monsieur Touka, est-ce que vous pouvez activer votre micro? Il est, il est bon maintenant. Bonjour. Oui, il est bon, Vous bonjour. me suivez? Oui, nous vous suivons, Monsieur Touka. Bonjour. Allez, bon, merci. Bonjour à tout le monde. Bonjour, chers amis de RDC, vous qui êtes en charge des politiques économiques et financières. Bonjour aux amis de CF, partenaires pour cet important projet de transfert de fonds. Et bonjour à toute autre personne qui nous suit, mesdames, messieurs. Donc, permettez-moi, tous les participants à ce webinaire consacré à l'examen de la politique en matière de transfert de fonds de la RDC, n'est-ce pas, une initiative qui s'inscrit dans un schéma plus global et régional d'harmonisation des politiques de transfert de fonds au sein de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Pour la CEAC, cet exercice que nous menons aujourd'hui et celui qui va suivre revêtent une importance capitale et je vais résumer ça à 2 niveaux. Au premier chef, la CEAC conduit le processus d'intégration régionale et dans ce processus, le volet, la dimension intégration économique est celle qui accuse le plus de retard. Et aujourd'hui, grâce à l'initiative de l'UNCDF, d'engager un premier chantier d'harmonisation de politique économique consacré au transfert de fonds, ça nous donne l'occasion et l'opportunité d'enclencher ce chantier-là. Nous remercions donc l'UNCDF pour cet effet-là. La deuxième dimension, l'importance de ce programme, c'est ce que représentent les transferts de fonds aujourd'hui dans le monde. Même si dans l'Afrique centrale, la balance des transferts est déficitaire,
il faut relever quand même que les flux entrants sont importants et en particulier ceux qui viennent de la diaspora. Et la CAC aujourd'hui veut réorienter l'utilisation de ces flux qui aujourd'hui servent davantage comme aide familiale pour qu'ils soient des leviers pour faciliter la multiplication des activités génératrices de revenus, notamment dans des zones rurales. C'est pourquoi vraiment ce projet nous tient à cœur et nous espérons, avec votre expertise, pouvoir trouver les moyens les meilleurs de canaliser dorénavant ces flux pour qu'ils apportent, qu'ils constituent un nouveau levier pour le développement économique en Afrique centrale. Donc, je ne vais pas être long et je vais davantage laisser la place aux experts pour nous parler du cas de la RDC en attendant le processus d'harmonisation régionale qui interviendra. Donc, je souhaite plein succès à nos travaux et je vous remercie. Merci, M. Touka. Nous vous remercions pour ce mot d'ouverture. Et nous allons maintenant passer à la présentation de l'UNCDF. Dans cette présentation, nous aborderons le contexte des transferts de fonds, explorerons le paysage actuel de migration et des envois de fonds en RDC, puis détaillerons les objectifs du projet d'harmonisation régionale des politiques de transfert de fonds au sein de la CEAC. Ensuite, nous discuterons des défis généraux et des frictions liées au transfert de fonds, mettant en évidence les inhibiteurs spécifiques à la RDC. En conclusion, nous présenterons des propositions de feuilles de route pour résoudre les défis soulevés précédemment. Nous espérons de tout cœur que cette présentation sera enrichissante. Le contexte actuel est tel que les transferts de fonds deviennent de plus en plus importants pour les économies des pays à faible et moyen revenu. Ainsi, nous pouvons noter que les transferts de fonds accroissent le revenu des familles et des migrants, stimulant ainsi la consommation et les investissements, notamment dans la santé, l'éducation et les entreprises locales. Les transferts de fonds des migrants influent directement sur l'objectif dispensé des ODD visant à réduire le coût de transfert de transactions à moins de 3%. En 2023, les pays à faible et moyen revenu ont reçu environ 656 milliards de dollars, surpassant l'aide publique de développement si on exclut la Chine dans certains de ces pays. Et à l'échelle mondiale, les envois de fonds devraient atteindre 840 milliards de dollars en 2023. Et concernant le paysage de migration des envois de fonds en RDC, on observe que les migrants de la RDC dans le monde représentent à peu près 2% de la population totale du pays. La migration intrarégionale prédomine à 60%, principalement vers les pays voisins de la communauté de l'Afrique de l'Est et à 38% dans la région de la CEAC. La RDC en 2022 a reçu par les canaux formels environ 1,6 milliard de dollars en transfert de fonds. Et les transferts de fonds par les canaux formels en 2021 ont représenté 2,5% du PIB du pays, ce qui, vous pouvez bien l'imaginer, est loin d'être négligeable. Le coût moyen d'un envoi de fonds vers la RDC s'élève à 7,3% pour une somme moyenne de $200, ce qui est pratiquement le double de l'objectif dispensé des ODD. Et au cours des 2 dernières décennies, il y a eu une augmentation significative de l'immigration en République démocratique du Congo, comme vous pouvez le voir sur ces courbes. Par contre, la tendance des envois de fonds, elle, a connu des fluctuations au fil des années. Et cela est souvent dû à la collecte et à la disponibilité des données qui représentent un défi important pour la RDC, mais aussi pour la région de la CEAC en général. Et donc, en raison de l'importance des transferts de fonds pour les économies et les populations de l'Afrique centrale, la commission de la CEAC et l'UNCDF ont lancé ce projet qui vise à harmoniser les politiques régionales d'envoi de fonds dans la région. L'objectif de ce projet est donc de mettre au point un cadre politique et réglementaire favorable et une infrastructure de soutien pour pouvoir promouvoir des envois de fonds transfrontaliers abordables et accessibles, ce qui fera ultimement baisser le coût des envois de fonds et augmentera les envois de fonds vers les États membres par des voies officielles.
À cet égard, les principales activités menées dans le cadre du projet sont les suivantes. Premièrement, l'harmonisation des lois et réglementations. Pour atteindre cet objectif, il est essentiel de disposer d'un environnement réglementaire favorable aux envois de fonds. Et deuxièmement, nous avons l'évaluation et amélioration des infrastructures de paiement. Ce sont des circuits numériques de paiement transfrontaliers. L'une des options du projet d'harmonisation consiste à tirer parti des infrastructures de paiement existantes pour soutenir des solutions rentables. L'objectif visé est l'interopérabilité transfrontalière et l'harmonisation des normes d'exploitation de ces infrastructures de paiement dans le but de réduire les coûts des envois de fonds. Et troisièmement, nous considérons aussi l'aspect de renforcement de capacités, car il est important de renforcer les capacités des parties prenantes clés, notamment celles de la commission de la CEAC, de l'équipe technique, des institutions réglementaires externes, des banques centrales, des ministères concernés, des associations banquiers, ainsi que des autorités du marché des capitaux dans le domaine des envois de fonds transfrontaliers et des systèmes de paiement. Ainsi, l'étape majeure de ce vaste projet a consisté à réaliser des diagnostics pays de la situation actuelle des politiques d'envoi de fonds au sein des États membres de la CEAC. En RDC, cette évaluation a eu lieu à la fin de juillet 2022 avec le soutien de la BCC. Comme vous le voyez, le vice-gouverneur nous a fait l'honneur d'ouvrir les travaux accompagné du directeur du système de paiement. La BCC est un allié stratégique à la mise en œuvre de ce projet et par la BCC, les consultations avec les parties prenantes du secteur public et privé a été possible. Au niveau de la BCC, tous les départements concernés étaient réunis pour discuter des défis des envois de fonds et des efforts en cours pour améliorer l'environnement réglementaire. Et au niveau du secteur privé, il y a eu une grande participation de différents acteurs, notamment les banques commerciales, les institutions de microfinance, les émetteurs de monnaie électronique, les fintechs, les agrégateurs, etc. Et cela a grandement contribué au succès de l'évaluation du marché congolais de transfert de fonds. Donc, la RDC, en fait, reconnaît que les transferts de fonds sont cruciaux pour le développement économique des ménages, mais leur potentiel est entravé par les défis tels que le coût, l'accès, la rapidité et la transparence pour les migrants ainsi que leurs bénéficiaires. D'où la nécessité de saisir l'opportunité du projet d'harmonisation régionale de transfert de fonds sous la direction de la CEAC. Le rapport d'évaluation diagnostique contient des détails sur les catalyseurs, les inhibiteurs et les options de réforme qui ont été identifiées dans différents domaines. Le marché de transfert de fonds en RDC souffre encore des nombreuses inefficacités et d'obstacles en rapport avec 1. Le cadre juridique et réglementaire qui présente des zones d'ombre pour les prestataires de transfert de fonds non bancaires à caractère digital ayant la forme des fintechs. Les mesures de protection de consommateurs qui ne considèrent pas nécessairement la complexité relative aux services d'envoi de fonds. Et troisièmement, les infrastructures de paiement qui, bien qu'en développement, ne répondent pas encore de manière adéquate aux besoins des acteurs du marché dans la provision des services financiers innovants et sécurisés. La collaboration et la coopération qui sont limitées entre les régulateurs et les diverses institutions gouvernementales. En effet, nous pensons que les ministères de Finances, Commerce, de la télécommunication, des Affaires étrangères pourraient largement tirer parti des initiatives en cours dans le secteur financier pour une mise en œuvre qui couvrirait tous les aspects autour des transferts de fonds. Et enfin, la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et financement de terrorisme qui manque encore des lignes directrices fondées sur le risque en matière de diligence raisonnable à l'égard de la clientèle et des limites transactionnelles définies par palier. En plus des éléments mentionnés plus haut, on observe aussi au sein de la population une préférence des services informels par rapport aux services des institutions financières formelles. Et cette préférence découle, d'un accès limité aux points de services financiers dans l'ensemble du pays, causé par un sous-développement des systèmes de distribution, notamment les agents et les sous-agents, une sensibilisation limitée concernant l'usage des services numériques, le coût élevé des transferts, les coûts élevés des transactions de transfert de fonds, et à cela s'ajoute une visibilité
limitée du marché par le régulateur. Par cela, nous considérons le fait que la collecte des données auprès des acteurs du marché et leur analyse ne sont pas encore automatisées de bout en bout et les données ne sont pas ventilées par sexe. Et pour lutter maintenant contre les obstacles auxquels la RDC est confrontée, dans le but d'améliorer le flux de transfert des fonds, il est important de s'attaquer aux politiques et réglementations disparates afin de s'assurer que tous les aspects de la réglementation contribuent à la mise en place d'un environnement favorable aux prestataires de transfert de fonds. Il est important aussi d'améliorer l'infrastructure de paiement pour favoriser la numérisation des envois de fonds par l'harmonisation des normes de communication au sein des institutions bancaires et le renforcement du système national de paiement. Et il est important aussi de renforcer la coopération et la collaboration internationale et régionale en harmonisant les textes en vigueur afin d'améliorer les flux intra-régionaux. Et en dernier lieu, il faudrait aussi s'attaquer aux aspects relatifs à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, notamment en introduisant l'usage de l'approche proportionnée fondée sur le risque, tout en renforçant le rôle de la CNRF en RDC. Et donc, au cours de ce projet, en évaluant les marchés de transfert de fonds et la réglementation dans la région de la CEAC, nous avons pu identifier ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Et les actions prioritaires ont été catégorisées en 5 lignes d'enquête. Ces lignes d'enquête sont en fait les cadres juridiques et réglementaires, l'infrastructure financière et de paiement, les pratiques du marché, la protection des consommateurs, ainsi que la coopération et la collaboration. Pour la RDC et plus spécifiquement au niveau de la BCC, on va vous partager quelques-uns des domaines d'intervention relevés au niveau de chacune des lignes d'enquête. Au niveau du cadre juridique et réglementaire, notre recommandation est la BCC pourrait considérer en tout cas de créer un manuel sur l'interopérabilité et en y intégrant les services de transfert de fonds. Et deuxièmement, elle pourrait aussi envisager de reviser l'instruction actuelle sur les messageries financières pour les rendre spécifiques aux prestataires de transfert de fonds non bancaires. Ainsi, ils vont couvrir tous les aspects des opérations de transfert de fonds, notamment l'octroi de l'agrément, le type d'activité, l'accès au système de paiement, la concurrence, etc. Et tout cela dans le but d'améliorer les services offerts aux migrants et aux Congolais en général. La BCC pourrait développer un système de déclaration de transactions d'envoi de fonds pour collecter, analyser, suivre et utiliser efficacement les données sur les envois de fonds. Et aussi, la BCC pourrait envisager l'élaboration d'un règlement sur les agents qui soit inclusif de tous les prestataires de services financiers, y compris les prestataires de transfert de fonds non bancaires. Cela permettrait d'étendre l'accès aux services financiers dans les zones mal desservies et promouvoir ainsi une plus grande inclusion financière. La BCC pourrait aussi envisager d'établir des directives détaillées pour le processus du KYC proportionnel au risque tout en explorant la possibilité de mettre en œuvre l'e-KYC pour permettre la réalisation à distance des procédures de collecte et de vérification d'identité. La BCC, enfin, pendant le cadre juridique, pourrait envisager de mettre en place un mécanisme d'identifiant financier unique pour simplifier la vérification d'identité lors du processus de KYC, mais aussi pour avoir une meilleure visibilité du niveau d'inclusion financière dans le pays. Et au niveau des infrastructures, la BCC pourrait fournir un cadre avec des directives et des calendriers pour opérationnaliser le système monétique national en clarifiant les rôles et les responsabilités de chaque acteur. Elle peut également recommander l'adoption d'une norme de messagerie commune qui engloberait les normes en rapport avec la cybersécurité, les capacités de reprise après sinistre. Et aussi, la RDC pourrait considérer de mettre en place une institution pour coordonner sa stratégie nationale en termes de cybersécurité, de collaborer avec d'autres pays dans la région sur ce sujet. Et aussi, le gouvernement en général pourrait envisager, ou en tout cas envisager l'instauration d'identités biométriques pour établir une base de données d'identité normalisée, numérique favorisant ainsi l'adoption des services financiers formels.
Au niveau du pratique du marché, pour encourager l'innovation sur le marché financier, la BCC pourrait instaurer une réglementation comme FinTech, comme un bac à sable réglementaire pour stimuler les acteurs de l'écosystème financier numérique à développer des produits centrés sur le client, y compris pour les migrants. Il serait aussi bénéfique pour la BCC d'estimer la taille de flux d'envoi de fonds informels pour compléter les données formelles et obtenir une vision plus précise de la contribution des ces envois de fonds dans l'économie nationale. Et pour la protection de consommateurs, la BCC pourrait créer une loi distincte pour la protection des consommateurs, renforçant la confiance des utilisateurs des services financiers et améliorant ainsi l'inclusion financière. Ces directives applicables à tous les prestataires de transfert de fonds aussi viseraient à sécuriser les données et à responsabiliser les expéditeurs et les bénéficiaires d'envoi de fonds, ainsi couvrant les aspects tels que la cybersécurité, la protection des données, la gestion des plaintes, la transparence, la liquidité des agents et l'éducation financière. Enfin, au niveau de la collaboration et de la coopération, RDC pourrait exploiter ces accords bilatéraux existants pour harmoniser les opérations de transfert de fonds et la coopération réglementaire transfrontalière, visant ainsi à améliorer l'efficacité, la rentabilité et la sécurité des transferts de fonds régionaux et transfrontaliers. Nous reconnaissons que la mise en œuvre de cette feuille de route supprimera les obstacles inutiles, notamment en termes des aspects tels que l'octroi de licences. Et ainsi, pour les prestataires de services de transfert de fonds, cela réduira la duplication des efforts réglementaires, favorisera la transparence, une concurrence loyale, un plus grand choix pour les clients et une meilleure protection de consommateurs. Cela dit, depuis la finalisation du rapport, certains développements positifs ont déjà été enregistrés en RDC. La BCC travaille déjà d'arrache-pied sur certains des défis évoqués, comme nous allons l'entendre tout à l'heure de la part du représentant de la Banque centrale du Congo. Je vous remercie pour votre attention et bien sûr, nous attendons avec impatience la deuxième phase, celle de la mise en œuvre au cours de laquelle nous aiderons la Banque centrale à mettre en œuvre les recommandations énoncées par le biais d'une assistance technique et d'un renforcement de capacité. Tel que mentionné au début, nous aurons le temps à la fin de répondre à vos questions, mais n'hésitez pas déjà à nous les poser sous la section questions et réponses. Et donc, sans plus tarder, je vais passer maintenant la parole à Monsieur le directeur à la direction de la surveillance des systèmes de paiement à la BCC pour nous faire part des initiatives en cours au sein de la BCC dans la mise en place d'un environnement réglementaire propice au transfert de fonds. Je vous passe la parole, Monsieur le directeur. Voilà, merci beaucoup, Madame Angèle, pour cette initiative. Je suis extrêmement heureux de participer à cette activité et de prendre part à toutes les discussions que l'on aura autour de la problématique des envois des fonds dans le contexte, bien entendu, de l'harmonisation de politiques et réglementations en matière de paiement transfrontalier. Disons que mon intervention aura 5 moments forts. En premier lieu, je présenterai rapidement mon institution d'attache qui est la Banque centrale du Congo, avant de passer à la présentation rapidement du paysage du système financier et des envois de fonds en République démocratique du Congo. Troisièmement, j'ai évoqué rapidement également le cadre juridique de transfert de fonds qui est actuellement d'application, avant d'aborder un certain nombre de points qu'on identifie comme des défis et des opportunités susceptibles d'améliorer ou d'affecter, si vous voulez, l'environnement des envois des fonds, et de terminer par quelques réactions que nous avons formulées aux recommandations adressées à la Banque centrale au travers du rapport rédigé par l'UNCQ. Page suivante. Par rapport à la présentation de la Banque centrale, il faut dire que cette institution, la Banque centrale du Congo, est une institution de droit public qui appartient à 100%
à l'État congolais. Elle est dotée d'une personnalité juridique et d'une autonomie de gestion et placée donc dans sa gestion sous la conduite d'un gouverneur qui est assisté des deux vice-gouverneurs. Elle a la mission d'assurer justement la stabilité du niveau général de prix. Et en outre, la banque a également comme mission de promouvoir les bons développements justement de systèmes de paiement sécurisés, efficients et solides. À ce titre, elle dispose donc du pouvoir de réglementation, d'agrément et de surveillance de l'ensemble des systèmes et instruments de paiement. La banque exerce le contrôle des établissements de crédit et des autres institutions financières, plutôt établissements financiers, bureaux d'échange, institutions d'infrastructures de marché financier, PSP, DSP, opérateurs. Toutes ces entités sont soumises au contrôle et à la supervision de la Banque centrale, conformément à la loi numéro 18/019 sur les systèmes de règlement, système de paiement et règlement titre. La BCC est donc autorisée à opérer un ou plusieurs systèmes de paiement pour lesquels elle peut définir les règles de fonctionnement. Page suivante. La BCC, donc, par rapport à tous les systèmes, les infrastructures de marché financier qu'elle gère, peut devenir participant à tous ces systèmes, tout en ouvrant également la participation à ces systèmes à d'autres intervenants, qui sont en l'occurrence les trésors publics, les établissements de crédit, les contreparties centrales, l'agent de règlement de système, les opérateurs de système, les services financiers de la Poste et bien d'autres acteurs qui sont agréés par la Banque centrale pour devenir participants au système que la Banque centrale gère. Slide suivant. En ce qui concerne le paysage du système financier et des envois de fonds en RDC, il faut dire que le système financier congolais n'est pas resté statique sur les 10 dernières années. Il a été plutôt marqué par des transformations assez profondes. On sait que actuellement, le système financier formel est composé de 289 institutions, dont 108 établissements de crédit, 137 sociétés financières, 41 sociétés œuvrant dans le secteur des assurances. Nous avons 2 caisses de sécurité sociale et un fonds de garantie. Depuis 2019, le gouvernement a créé un marché de titres de la dette publique lorsqu'il a constaté le désir des institutions financières à acheter une partie de la dette publique comme actif sûr, à partir duquel actif ils peuvent calculer une série de taux, une série de construction financière. Ce marché donc a été créé et lancé avec la participation de la Banque centrale pour permettre aux investisseurs de pouvoir placer leur liquidité. Au jour d'aujourd'hui, ce marché repose essentiellement sur les bons du Trésor et les obligations du Trésor qui sont émis par le ministère des Finances en s'appuyant sur la Banque centrale. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors là, on vous présente plus ou moins la situation détaillée par grande catégorie d'institutions. Vous pouvez vous rendre compte qu'au niveau des établissements de crédit, nous avons pas 14 banques, il y en a 15 parce qu'on vient récemment d'agréer une nouvelle banque qui porte donc le nombre de banques au Congo à 15, contrairement à ce qui est présenté. Les coopératives d'épargne et de crédit sont autour de 78.
les sociétés de microfinance à 15, il y a une caisse d'épargne. Pour les sociétés financières, c'est la catégorie la plus imposante en RDC. On peut relever le fait que jusque-là, nous n'ayons que 4 établissements qui sont agréés en tant qu'établissements de monnaie électronique. Et donc, tout cela nous donne un total de plus ou moins 289 institutions. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, ici, on donne plus ou moins voilà, l'explication de ce que je viens tout à l'heure de présenter comme évolution, qui montre que nous ne sommes pas restés dans un environnement statique. C'est un environnement qui a effectivement été sujet à des mouvements, à des changements, surtout en termes de nombre d'intervenants qui est passé de 20 il y a quelques années, spécifiquement en 2020, en 2010, à plus de 289 institutions, comme on l'a dit au jour d'aujourd'hui. Par rapport au nombre de comptes, il y a également des avancées notables de ce côté-là, parce que au jour d'aujourd'hui, pas au jour d'aujourd'hui, à fin 2022, on avait atteint plus de 21,5 millions de comptes contre moins d'un 1,3 million en 2010, ce qui nous, disons, montre des perspectives, j'ai envie de dire heureuses, en matière de transformation digitale de l'économie congolaise. À la fin de l'année 2022, le système financier congolais donc comptait 137 sociétés financières, dont 81 messageries financières qui sont, je vais dire, des acteurs prépondérants dans le domaine des envois de fonds. Le taux d'inclusion financière s'est également accéléré depuis quelques années pour se situer à 41% en 2022, contre, dans tous les cas, une moyenne qui est relativement élevée au niveau sub-sahérien, ce qui nous a poussé, et ce qu'on verra plus tard, à mettre en place des politiques à travers une stratégie d'inclusion financière pour également améliorer le taux d'inclusion au niveau de la RDC. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, là, je vous présente rapidement les mêmes informations, mais en montrant un peu l'interaction qu'il y a entre les institutions et les infrastructures des marchés financiers et les solutions digitales qui sont en activité en RDC. On peut se rendre compte dans le bloc au milieu qu'il y a la Banque centrale qui propose un certain nombre de systèmes qu'elle gère, et ces infrastructures sont en lien avec les banques commerciales qui sont à ma gauche, qui également proposent une série de solutions aux acteurs du marché. Il y a des systèmes privés, notamment Multipay, qui fonctionnent également. À droite, vous avez des agrégateurs qui proposent également des services pour le compte des institutions financières. Donc, ce ne sont pas des services qu'ils proposent pour leur propre compte. Ils sont là pour ramener les flux au niveau des institutions financières qui, seules, sont habilitées à gérer les comptes et les avoirs de la clientèle. Et en bas, vous pouvez voir les établissements de monnaie électronique également qui participent à l'effort de la Banque centrale de bâtir une interopérabilité, j'ai envie de dire, totale et intégrale à l'échelle de l'écosystème national. Page suivante, s'il vous plaît. Par rapport au cadre juridique de transfert des fonds, il faut dire que la BCC, le pays s'appuie sur des textes légaux et réglementaires à la fois pour encadrer les secteurs de transfert d'argent. Par rapport à la loi, il y a un certain nombre de lois récemment travaillées, promulguées, qui nous donnent plus ou moins l'assurance d'avoir des textes à jour, même s'il y a des efforts à faire encore pour tenir compte des évolutions actuelles. Donc, on cite la loi portant statut de la Banque centrale,
Il y a la loi promulguée en décembre relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. Il y a la loi sur les systèmes de paiement dont je venais déjà de parler. Et enfin, la loi sur les blanchiments de capitaux également récemment promulguée. Page suivante. Par rapport au texte réglementaire, là encore, il y a eu un certain nombre d'efforts qui ont été bien évidemment réalisés par la Banque centrale, notamment à la suite du rapport qui a été rédigé par l'UNCDF, qui a permis notamment de réviser l'instruction administrative numéro 006 du 26 juillet 2023 portant réglementation de l'activité des messageries financières. Nous avons introduit l'instruction 42. Il y a l'instruction 33 également qui encadre le fonctionnement des systèmes de gros montants et de détail. Il y a l'instruction 15 et 15 bis qui ont également fait l'objet d'une révision pour donner un meilleur aperçu en termes d'encadrement des risques en matière de blanchiment des capitaux, qui a également fait l'objet d'une adaptation. Il y a la réglementation des changes et l'instruction 39 relative à la gestion de plaintes. Page suivante. Il faut dire que toute cette réglementation, y compris la loi, ont permis de proposer une série d'innovations qui nous ont semblé extrêmement cruciales pour créer un environnement propice à l'amélioration justement des flux d'envoi des fonds, non seulement à l'intérieur du pays, mais aussi ceux qui peuvent venir des migrants que l'on considère ici comme la diaspora. Parmi donc ces innovations, il y a la reconnaissance des services de transfert de fonds comme un service de paiement à travers la loi, mais aussi, c'est un point récupéré au niveau des institutions de la banque, l'inscription des messageries financières dans la catégorie des sociétés financières, la qualification juridique des transferts des fonds, là, en proposant précisément une définition claire du transfert des fonds, la reconnaissance des services de transfert des fonds basés sur les applications et des plateformes informatiques, en permettant donc qu'il y ait ici les envois des fonds directement numériques pour tenir compte du contexte d'aujourd'hui qui ne peut pas traiter les envois des fonds comme on le faisait il y a 10 ans, il y a 20 ans, en ignorant tout ce que nous avons aujourd'hui comme innovation et facilité au plan numérique. Il y a l'obligation, page suivante s'il vous plaît, il y a l'obligation faite notamment aux messageries financières internationales de se constituer en personne morale de droit congolais si on veut adresser ces services en RDC. Nous avons également limité plutôt interdit qui est de contrats d'exclusivité avec les sociétés financières ou des établissements de crédit et donc permettre que les marchés soient totalement ouverts. Nous avons, à travers les instructions autorisées, qui est des partenariats entre les institutions, voilà, des établissements de crédit et autres sociétés financières avec les messageries financières pour faciliter le développement de nouveaux services. Nous avons également, page suivante, rendu obligatoire la nécessité d'affichage de l'agrément et d'autres conditions et tarifs appliqués par les institutions pour améliorer la transparence, parce qu'il arrive souvent, même quand on baisse les prix, que la clientèle n'en sache rien, tout simplement parce qu'il se pose des problématiques de transparence. Nous avons rendu obligatoire la connexion des messageries financières notamment
au switch monétique national pour créer justement de passerelles qui vont permettre de faciliter, je vais dire, l'inclusion financière en permettant que des transactions qui entrent, des envois de fonds se terminent directement sur des comptes qui sont gérés soit au niveau des banques ou au niveau des établissements de monnaie. Euh, et il y a beaucoup d'autres innovations que je ne saurais ici prêter dans l'institut efficace du temps, mais qui montrent l'engagement voilà, de la Banque centrale à œuvrer en faveur d'un environnement propice au développement des envois des fonds dans les meilleures conditions. En termes de défis et opportunités, point suivant, s'il vous plaît. Il faut dire que nous rendons compte du besoin, en tout cas au niveau de la Banque centrale, d'améliorer la traçabilité de transactions et de la fiabilité du contrôle permanent par l'acquisition notamment d'un outil performant de monitoring des flux qui doit être à disposition du régulateur pour mieux comprendre la manière dont ce marché voilà, se développe, les enjeux derrière, parce que de plus en plus, comme Madame Angèle d'ailleurs venait de le souligner, on constate l'évolution sensible des envois de fonds dans nos environnements. Nous avons besoin d'améliorer l'identification des utilisateurs pour éviter voilà, des problèmes que nous avons aujourd'hui qui diminuent la connaissance que doivent avoir les institutions financières vis-à-vis de leurs clients dans un contexte marqué par jusque-là l'absence des pièces d'identité, même si le gouvernement est en train de travailler pour résoudre ce problème. Initialement annoncé pour 2023, mais nous croyons savoir que finalement la distribution de cartes pourrait intervenir au courant de l'exercice prochain. La proposition de politique gouvernementale, c'est aussi important pour nous, pour faciliter les importations et donc d'améliorer le canal de distribution des services digitaux qui semble encore en ce moment en quantité limitée et qui ne peut, disons, permettre la démocratisation et l'accès élargi des services financiers digitaux dans notre environnement. La sensibilisation des institutions financières pour une participation active aux infrastructures de marché financier régional, la mise en œuvre d'un programme national d'éducation financière. Ce point, on le verra plus tard, a été intercepté dans le cadre de la stratégie sur l'inclusion financière. La finalisation des tests pour l'intégration des établissements de monnaie électronique et les autres institutions non bancaires au switch monétique national. L'idée ici étant celle de construire une interopérabilité totale à l'échelle du Congo et donc de faciliter le mouvement des fonds, de la monnaie d'un bout à l'autre en, disons, éliminant les différents coûts de transactions utiles qui plombent le processus de traitement des envois de fonds. L'acquisition d'une nouvelle infrastructure pour les paiements instantanés, ça également, c'est quelque chose qui a été retenu à l'échelle du Congo comme un défi majeur. La disponibilité des données de qualité sur les envois de fonds. Il y a quelqu'un qui me disait dans la zone CAC, il y a des mensonges, il y a des gros mensonges et il y a des statistiques. Ça veut dire que généralement, les données qu'on communique, comme ce qui est probablement partagé dans ce rapport, ça peut ne pas refléter réellement, disons, la taille de ce marché-là telle que elle est développée en 2023. Voilà, il y a d'autres innovations qui sont également proposées, plutôt défis qui sont listés dans la présentation, qui sera dans tous les cas partagée avec tout le monde, tout en espérant que vous ayez le temps de les lire. En termes d'opportunités, là, nous avons rapidement
peut-être un point à souligner en rapport avec la stratégie nationale d'inclusion financière qui est validée déjà par le Conseil de ministres. Et donc, on s'attend à ce que cette stratégie soit publiée au début de l'année 2024 qui reprend en son sein une feuille de route avec des actions cibles qui voilà, intéressent dans tous les cas l'environnement des envois des fonds de manière à faciliter son développement. Il y a le projet de mise en place d'un logiciel de centralisation des incidents de paiement qui également, pour nous, constitue une opportunité pour identifier clairement les utilisateurs des services financiers et donc de faciliter l'accès à tous ces services, à tous ceux qui sont au jour d'aujourd'hui exclus. Alors, en termes de, pour conclure, le réaction aux recommandations, et je finirai par là, madame, juste peut-être une minute ou deux, de recommandations, plutôt nos réactions aux recommandations qui ont été adressées à la banque. Et il faut dire que globalement, nous avons pensé que ces recommandations étaient efficaces et pouvaient donc contribuer à mieux développer le secteur des envois de fonds. Sauf qu'il y a quelques observations que nous avions faites, notamment en rapport avec le fait que, bon, le rapport s'est beaucoup plus apaisanti sur les aspects de conflits armés, voilà, comme cause explicative du grand nombre de migrants que le pays aurait, alors que nous pensions qu'il y avait moyen également de développer d'autres thèses pour éviter de considérer que la migration s'oppose au développement. Il y a ailleurs des gens qui sont des migrants sans forcément qu'il y ait toutes ces situations-là. La loi bancaire et l'instruction numéro 6 modifiée ont apporté également des améliorations à certaines faiblesses qui ont été identifiées dans le rapport de l'UNCDF, notamment la qualification juridique des envois des fonds, les interdictions de clauses d'exclusivité et beaucoup d'autres innovations qui ont été apportées et qui sont venues comme des réponses justement à apporter aux préoccupations formulées par l'UNCDF comme recommandation. Il y a, de notre point de vue, pour terminer, également la nécessité de voir comment davantage clarifier un certain nombre de recommandations, notamment lorsqu'on nous demande, par exemple, d'élargir le fonctionnement de certains systèmes 24 heures sur 24, au moment où, en parallèle, il y a d'autres systèmes qui fonctionnent sous cette base-là, notamment des systèmes monétiques, qui peuvent prendre en charge les besoins d'envoi de fonds et donc de les traiter pour participer à la compensation et présenter des fichiers qui plus tard peuvent faire l'objet de règlements. Tout cela, voilà, nous fonder un peu à voir dans quelle mesure on peut, pour certaines recommandations, apporter un peu plus d'éléments de clarification pour faciliter leur mise en œuvre en interne. Il y a enfin besoin, par rapport au niveau réglementaire, de considérer également, disons, un certain nombre de textes qui doivent absolument être publiés par la banque. Et je terminerai par là en citant la publication des lignes directrices sur l'interopérabilité, parce que jusque-là, notre marché est caractérisé par voilà, des solutions d'intégration bilatérale en lieu de place des solutions d'intégration multilatérale qui plutôt apportent des réponses, je vais dire, beaucoup plus efficaces aux intégrations bilatérales qui ne diminuent pas les coûts et donc qui créent encore des frictions qui peuvent perturber les efforts de développement, j'ai envie de dire, du secteur des envois des fonds qui constitue ou qui offre le visage humain à la mondialisation, en fait. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous par rapport à ma présentation. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Nous remercions la BCC et sans plus tarder,
nous allons directement passer la parole au ministère de Finances, à Monsieur le directeur chef de service des études de planification au sein du ministère de Finances en RDC. Monsieur le directeur, la parole est à vous. Monsieur le directeur, pouvez nous entendre? Oui, nous vous suivons. La parole est à vous, monsieur le directeur. Merci beaucoup. Donc, je félicite d'abord l'intervenant de tout à l'heure et même CIAC d'avoir initié ce débat. Nous vous avons perdu, monsieur le directeur. Allô? Oui, là, nous vous écoutons maintenant. Nous vous recevons. OK. Comme on dit, le sujet politique de transfert de fonds en RDC à partir de réalisation du ministère des Finances. Comme vous le savez, le ministère des Finances est régi par l'ordonnance du président de la République, laquelle ordonnance prévoit, n'est-ce pas, des attributions. Principalement, ça concerne ce point, comme indique le sommaire. Il y a un bref aperçu sur les attributions du ministère des Finances, réforme des finances publiques, activités du ministère en lien avec les politiques de transfert de fonds. Si nous allons dans le premier point, ça concerne quelques points d'attribution qui sont en charge n'est-ce pas, des ministres des Finances. Et il y a principalement la politique monétaire, douanière, fiscale, parafiscale et des assurances. Il y a des questions monétaires et suivi de la gestion de la Banque centrale du Congo, particulièrement du compte général du Trésor. Donc, les services qui suivent cette question, principalement la Banque centrale, est indépendante. Alors, donc, elle a la responsabilité de définir non seulement la politique monétaire, mais tout ce qui a trait aussi, n'est-ce pas, au transfert de fonds, notamment. Raison pour laquelle la Banque centrale a prévu tous les éléments évoqués par le prédécesseur pour la bonne gestion de ces secteurs et de ces sujets. Mais bien qu'indépendante, la Banque centrale prend soin d'informer les ministres des Finances sur l'évolution de cette question, qui aujourd'hui, comme vous le savez, est étroitement liée et à l'évolution de l'immigration, de la migration et de l'évolution, n'est-ce pas, de la technologie. Alors, compte tenu de tout ça, il y a des flux financiers importants qui circulent. Alors, le ministre des Finances, par rapport à ses responsabilités, a mis en place des garde-fous qui sont gérés par principalement, n'est-ce pas, la cellule, n'est-ce pas, nationale CNRF, Colib et Folico. Donc, ce sont des structures qui veillent à ce que ces différents flux soient des flux légaux. Parce que nous luttons contre les transferts de fonds illicites. Parce que compte tenu du fait que le développement de la technologie et la circulation des flux financiers devient de plus en plus complexe. Mais, du moins, par ces garde-fous, le ministère des Finances a pris soin de suivre, n'est-ce pas, les différents flux. Et CNRF est là avec Folico et Colub pour faire rapport en cas de nécessité sur les dérapages. Alors, pour bien maîtriser les sujets, donc CNRF a évalué les risques nationaux du secteur. Donc, il y a plusieurs risques, raison pour laquelle, avec les partenaires de la Banque mondiale, il était prévu d'évaluer les risques sur le plan national, des blanchiments de capitaux et de financement du terrorisme. Alors, parmi ces risques-là, il y en a plusieurs. Mais pour le ministre des Finances, il y a eu des recommandations
à ces sujets. La promotion et le renforcement de la coopération au niveau national entre les organismes impliqués dans la lutte du blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Il y a la création de pôles spécialisés dans les parquets et des chambres chargées des affaires de crimes économiques au sein des juridictions compétentes, l'allocation des ressources financières et humaines adéquates aux autorités d'enquête, de poursuite et de supervision pour mener à bien leurs activités. La mise en place d'un système d'identification nationale via l'Office national d'identification, ONIP, avec l'objectif de doter chaque Congolais d'une carte d'identité nationale sécurisée. La révision des lois, des textes réglementaires existants ayant une implication sur la lutte du blanchiment des capitaux. Le renforcement des capacités des autorités de supervision, d'enquête et de poursuite, ainsi que des assujettis. Donc, au-delà des aspects sécuritaires, il y a des aspects fiscaux. Donc, les efforts sont fournis pour fiscaliser ces flux de plus en plus complexes afin que cela puisse contribuer à la mobilisation des ressources de l'État pour autant que c'est ça la tâche, n'est-ce pas, du ministère des Finances. Donc, la combinaison des aspects fiscaux et sécuritaires place le ministère des Finances dans une position de suivre et d'évaluer, n'est-ce pas, la légalité des différents flux et la contribution de ces différents flux au développement économique. Mais c'est à la Banque centrale que revient la tâche économique et la tâche technique pour pouvoir faire rapport au gouvernement par le biais du ministère des Finances. Voilà en quelques mots ce que je peux dire sur le rôle du ministère des Finances, qui lui-même n'étant pas un service attitré pour gérer cette question, d'autant plus que la Banque centrale est indépendante, mais le ministre des Finances se contente des rapports transmis par la Banque centrale sur cette question. Laissé entièrement par responsabilité, n'est-ce pas, de la Banque centrale. Mais sur le plan fiscal, il y a la Direction générale des impôts, il y a la Direction générale des douanes et accises, et même la DGRAT, c'est-à-dire la Direction générale des recettes domaniales et des participations, qui suivent les aspects fiscaux et les aspects administratifs pour la mobilisation des recettes. Donc, et puis par la suite, le CNRF, Colib et Folico transmet au ministère des Finances les rapports de dérapage constatés et même l'orientation des sanctions probables par rapport aux infractions causées. Donc, le ministère des Finances ou le ministère, c'est fait pour réguler, mais en veillant sur l'argumentaire technique proposé par la Banque centrale, qui est de surcroît indépendant. Donc, en un mot, voilà ce que je peux dire sur l'intervention du ministère des Finances. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur, pour votre intervention très pertinente. Je suis sûre que ça n'a pas manqué d'édifier nos participants. Et donc, sans plus tarder, nous allons passer maintenant au débat des experts. Il y a des questions qui ont déjà été posées sur la section questions et réponses. Nous allons les adresser juste après la discussion avec nos panélistes. D'abord, avant toute chose, je vais vous faire part. Nous avons Monsieur Lukama. Nous avons Madame Jenny, d'abord, honneur aux dames. Elle est économiste de formation, cumulant une expérience de plus de 11 ans dans le secteur bancaire et elle est responsable de l'entité de l'International Banking au sein d'Equity BCDC depuis 2020, une entité chargée de développement des solutions de transfert et paiements transfrontaliers. Après, nous avons aussi M. Lukama, qui est le directeur exécutif de Telcopem RDC, avec une expérience de plus de 18 ans au niveau international. Il est un expert en innovation, business and digital transformation et spécialiste en finance digitale. Il est aussi entrepreneur dans les services de conseil, gestion de projets et services financiers digitaux. Et finalement, enfin, nous avons M. Albert Kabea, et il est le directeur exécutif du groupe Infoset,
depuis janvier 2023 et il gère simultanément ses activités de DMC, BCS, spécialisées dans l'encadrement des équipes pour les projets de vente, marketing, gestion et transformation numérique destinés aux PME. Donc, voilà, nos panélistes, je vous souhaite la bienvenue. Et je vais commencer avec la première question pour vous. Donc, vous êtes des professionnels expérimentés dans le secteur et vous travaillez dans des sociétés diverses qui, en fait, adressent les défis ou les opportunités autour de transfert de fonds. Ma première question est, quelles sont, selon vous, les opportunités justement significatives disponibles dans le secteur des services de transfert de fonds pour soutenir les migrants et leurs familles? Je passe la parole à Madame Jenny. Ok, en fait, merci beaucoup pour la parole. Je salue tous les participants. En fait, en termes d'opportunités, j'aimerais peut-être en fait, il y en a beaucoup. J'aimerais m'appesantir sur deux essentiellement. Déjà la taille en fait de notre diaspora constitue voilà en fait une fenêtre d'opportunité très significative par rapport à notre voilà au service de transfert de fonds, mais il y a aussi le développement du numérique. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre, en fait. Oui, en fait, j'ai les deux problèmes avec On arrive à vous la suivre. caméra, mais en fait, d'accord. En fait, mais pas à me voir. Mais ça va projeter, je pense. OK. D'accord. So, en fait, en tant que banque, la question derrière, c'était justement comment optimiser, en fait, ces flux de transfert de migrants, en fait, et voilà, les orienter vers des secteurs beaucoup plus porteurs de l'économie. Et aussi comment faire participer la diaspora de façon générale dans ces efforts en fait des institutions financières en RDC de bancarisation, mais aussi d'inclusion financière. Et donc c'est dans ces cadres-là que Equity BCDC, en fait, c'est depuis 2017 en fait que nous avons lancé sur le marché une offre essentiellement en fait dédiée à la diaspora. Et en fait, c'est une offre de services bancaires et financiers dédiés à la diaspora qui leur permettent d'avoir de comptes bancaires, des outils de gestion à distance. Mais nous avons aussi travaillé en fait en partenariat avec de fintech et d'autres sociétés pour justement lancer des solutions de transfert de fonds innovants parce que la problématique, c'est aussi le coût, la rapidité. Et donc, voilà, depuis 2020, en fait, on avait lancé la solution Easy Direct pendant la période de Covid, mais nous avons progressé en fait pour lancer d'autres solutions. Et nous avons aussi activement en fait participé à certaines initiatives en fait au niveau régional comme la SADC RTDS. Donc en fait nous faisons tous ces partenariats, nous continuons dans ces lancées de partenariats et d'innovation en fait pour justement aider les migrants dans leur intégration de services financiers. Merci Madame Jenny. Monsieur Lukama, la même question. Merci Angèle, bonjour à tous, bonjour à tous les participants. Je remercie d'abord ceux qui ont parlé avant, représentants des services publics et de la Banque centrale. Sur tout ce qui concerne les opportunités qu'on a maintenant, moi je parlerai beaucoup plus de l'opportunité de collaboration entre les institutions financières et les banques, les fintechs. Parce que aujourd'hui, le digital prend une position assez importante dans notre quotidien et il faudrait que ce chemin, ce canal soit utilisé à bon escient. Je sais que notre régulateur travaille ardemment à pouvoir justement arranger le cadre juridique et légal qui permettrait justement aux fintech de pouvoir disposer de leur espace de travail, de collaboration avec les différentes sections. Et cela aussi permettrait aussi justement de pouvoir adresser, comme l'a dit le représentant de la CEAC, l'utilisation directe pour des solutions de valeur, de valorisation sur le marché. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire dans le digital et probablement qu'on pourra en discuter en plus en détail. Merci beaucoup, Monsieur Lukama. À vous, Monsieur Albert, quelles sont les opportunités à votre avis? Bonjour, merci beaucoup pour la question et merci à l'UNRDC, l'UNRDC de nous donner la possibilité à ce qu'effectivement on puisse avoir ce forum.
merci à la CEAC et la BCC et ainsi qu'aux représentants du ministère des Finances de nous avoir éclairé un peu sur ce qui est fait et ce qui va être fait. En tout cas, les opportunités sont nombreuses. Je ne vais pas répéter ce que nos prédécesseurs ont dit. Il y a effectivement la taille du marché et la taille de la diaspora. Il y a le nombre d'acteurs qui a un nombre d'acteurs considérable et je pense que la présentation de la Banque centrale est édifiante parce que quand vous voyez le nombre d'acteurs qu'il y a sur le terrain, vous comprenez bien qu'on est sur un marché très porteur. Et il y a l'écosystème local des entrepreneurs locaux qui travaillent effectivement dans le domaine de la fintech et qui, quand je dis les entrepreneurs, les petits comme les grands, et les internationaux comme les nationaux, qui travaillent sur ces secteurs. Et la grande opportunité que nous avons au-delà de tout, ce n'est pas seulement la présence, mais c'est la structuration d'un marché qui demande à ce que les lois qui sont faites se rapproche de la réalité parce que la réalité a devancé les lois et que les lois sont en cours de rattrapage. Et dans ce contexte, nous, en tant qu'intégrateurs, agrégateurs, en tant que pure player fintech, on demande sur le marché tout simplement à ce que les institutions puissent faire ce qu'ils font, mais faire encore mieux. Ça veut dire en fait nous apporter de la cohérence et pour que ces opportunités soient réellement touchées et surtout que les institutions puissent parler entre elles et faire en fait en gros en d'autres termes un peu ce qu'on appelle une co-régulation nationale pour que effectivement il y ait une cohérence dans les activités que nous faisons et qu'il y ait une cohérence aussi dans les actions qui sont entreprises pour que ce pays soit réellement à la place qu'il faut parce que nous estimons que ce pays n'est pas encore à la place qu'il faut. C'est pour ça que cette initiative est vraiment très très louable. Donc nous en tant qu'acteurs, les opportunités sont nombreuses. Et nous sautons dessus, mais la plus grande opportunité, c'est la structuration du marché par je dis bien, tous les régulateurs qui sont sur le marché pour nous permettre d'avoir un cadre organique et un cadre structurel qui nous permettent de pouvoir saisir ces opportunités. Et je pense qu'on est sur la voie avec l'opportunité que nous avons offerte par ce webinaire. Merci beaucoup, Monsieur Albert. Je pense que vous avez touché d'une certaine manière la question qui était en fait de parler de certains défis. Je pense que votre réponse est assez, en tout cas, couvre les deux en même temps. Donc, je vais passer la parole à Madame Jani maintenant, à son avis, en ayant implémenté toutes ces innovations, en tout cas en tant que Equity BCDC, quels sont les défis, que ce soit en termes de réglementation, ou en termes des aspects de marché que vous avez rencontrés ou même d'autres que vous pensez ou prévoyez en tout cas de rencontrer dans la provision de ces services de transfert de fonds? Ok, en fait, je pense que l'intervention du directeur Louboya avait déjà voilà, parcouru en fait un certain nombre de défis et la vôtre aussi. Je pense qu'un des plus grands en fait que nous expérimentons maintenant, c'est l'identification. Parce que après, dans le transfert de fonds, en fait, vous êtes appelé à identifier, voilà, que ce soit le receveur ou de personnes qui envoient le fonds. Et en RDC, je crois la problématique d'identification pose énormément de problèmes. Nous avons suivi dans l'intervention du directeur Louboa que, voilà, en fait, le gouvernement est en train de travailler pour justement nous doter de documents d'identification en fait qui permettraient justement l'identification correcte de clients. Mais après, je m'aimerais m'appesantir en fait sur un problème que je pense, hein, ça c'est vraiment mon avis dans le futur et ça en fait ça a trait à l'instruction 006 en fait, hein, que le directeur Louboa vient de présenter. Je voudrais profiter de cette occasion déjà pour remercier la Banque centrale parce qu'il y avait quand même, il y a eu des avancées par rapport en fait aux premiers travaux que nous avons faits, notamment sur le domaine de l'exclusivité. Donc, je crois que cette instruction a abordé la question et voilà, c'était assez clair et ça aide en fait à ouvrir le marché. Mais par contre, l'obligation en fait dans cette instruction pour que le messagerie financière internationale se constitue en personne morale en fait de droit congolais. Je pense que voilà cet élément risquerait
d'avoir des effets contre-productifs parce que l'idée derrière, en fait, c'était justement d'assouplir les conditions pour que plus d'acteurs entrent sur le marché et que, voilà, en fait, qu'il y ait cette concurrence, que cette présence de plusieurs partenaires, en fait, agissent normalement sur le coût et autres. Mais cet élément, en fait, cette obligation risque justement, en fait, de faire le contraire parce que il y a un risque pays, en fait, au niveau de la RDC. Déjà que, à ce moment, parfois, c'est pas facile de convaincre certains acteurs de signer avec ceux qui sont en local ici. Mais maintenant, mettre cette obligation risque simplement de mettre de côté certains acteurs, en fait, qui avaient peut-être la volonté de travailler avec la RDC et qui ont peut-être réussi à impulser, en fait, le développement de ces secteurs ailleurs. Mais même avec de poids lourds, en fait, qui sont déjà ici, ça risque de poser un problème. Je comprends le souci de la Banque centrale, hein, en fait, justement, en termes de monitoring, voilà, de contrôler, en fait, et de suivre les transactions. Mais je pense que il y a déjà des avancées dans la sous-région et on peut apprendre de ce que les autres ont déjà fait au lieu de mettre peut-être des éléments voilà, qui pourraient justement être contre-productifs en fait de tous les efforts que nous sommes en train de faire pour booster le secteur de transfert de fonds. Donc, ça, c'est le seul point en fait que je m'aimerais donner en plus de ce que j'ai déjà vu dans votre intervention et celle du directeur Louboa. Merci beaucoup, Madame Jenny. Et donc, je peux la même question pour Monsieur Lukama. Ben, comme l'avaient dit mes prédécesseurs, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Je vais beaucoup plus insister sur deux éléments principaux. Tout ce qui est conformité et lutte contre le blanchiment de capitaux et les financements de terrorisme, qui s'appuie essentiellement sur justement un KYC, donc une politique globale de KYC. Moi, je rattacherai automatiquement le KYC avec un identifiant financier unique. À savoir que lorsque vous donnez votre identifiant qui peut être attaché avec de la biométrie, on est sûr de qui sont les acteurs qui sont liés à la transaction, donc l'émetteur ou bénéficiaire, parce que les flux migrants sont, c'est vrai, principalement entrants, mais il y en a aussi qui sont sortants. Et donc, les solutions qu'on va proposer devront être des solutions qui seront globales pour la sécurisation de tout ce qui est transfert financier. Le deuxième axe sur lequel je vais un peu m'appesantir, qui est toujours lié un peu à notre activité, c'est tout ce qui est lié à l'écosystème d'utilisation. Donc, tout ce qui sont les solutions de paiement, les rôles des acteurs, un peu comme l'avait dit M. Kabir précédemment, sur la structuration du marché. Donc, les agrégateurs d'un côté, les pure players, comme nous on appelle ça, donc les gens qui font les solutions de paiement en dernier, les gros joueurs, j'ai envie de dire, comme les banques, les institutions financières et les opérateurs de monnaie électronique, tout cet écosystème dans une cohérence bien coordonnée et bien soutenue par le régulateur qui est la Banque centrale, va peut-être certainement aider à améliorer le flux de la gestion et le contrôle, parce que le régulateur a ce rôle principal de contrôle des flux qui sont échangés pour les besoins des migrants à travers les messageries financières. Merci beaucoup, Monsieur Lukama. Monsieur Albert, auriez-vous des éléments à ajouter par rapport aux défis existants? Mes prédécesseurs ont tout dit. D'accord. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, Mes oui, non, prédécesseurs On ont va tout dit. commencer avec M. Albert. D'accord. Prédécesseurs ont tout dit. Je vais revenir sur un point important que M. Lukama a levé, ou deux points importants. C'est la structuration de l'écosystème, le manque de structuration de l'écosystème et le KYC. Vous voyez, nous avons deux grands soucis qui font que nous nageons complètement dans un marché qui est très dynamique et qui est en mouvance perpétuelle, et on a du mal en fait à se fixer. Si on a un KYC qui est fait et si on a une structuration propre du marché, on pourrait avoir en fait comment dirais-je, une manière de se mouvoir plus facile, un peu comme le code de la route. Le problème, c'est quand on est fintech, on n'a pas un code de la route. Il faudrait que les régulateurs, je dis bien tous les régulateurs, que ce soit le régulateur télécom, comme le régulateur le régulateur financier
et aussi toutes les institutions qui sont des institutions comme le ministère des Finances et qui jouent un rôle prépondérant sur ce marché, puissent nous aider à nous à avoir vraiment le code de la route. Et un code de la route, ça demande à connaître effectivement où sont les carrefours, où sont les comment dire, les carrefours, les routes, où sont les bâtiments, et ainsi de suite, et comment est-ce qu'on se mouvoit là-dedans. Et ce que je souhaite aussi, et le gros challenge aussi, c'est quelle est dogmatiquement l'orientation de notre marché? Comment est-ce que, parce qu'on structure un marché de manière dogmatique, on ne structure pas un marché en mode réactif. C'est-à-dire qu'on regarde le marché, on regarde qui on est, on le structure. Et ça, c'est réellement quelque chose qui est important. Je donne un exemple, c'est vrai que ça pourrait paraître théorique. Quelle est la place de l'agrégateur en RDC? Quelle est la place dans la banque centrale? Quelle est la place du pure player? Quelle est la place des 15 banques privées? Quelle est la place des MF? Quelle est la place des sociétés de microcrédit? Donc, on doit savoir dans ce milieu qui fait quoi. Et nous n'avons pas tous les mêmes, donc les mêmes potentiels financiers, les mêmes potentiels techniques, et ainsi de suite. Et je pense qu'il doit y avoir des choix qui sont faits, comme on dit en français, qui trop embrassent, mal étreint. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous pour vos interventions et je pense que ça a bien édifié nos participants. Vu que nous arrivons un peu vers la fin, j'ai une question assez générale pour nos trois panélistes. Vu que vous êtes d'une banque commerciale, les fintech, et donc ma question est celle-ci. Donc, les fintech, opérateurs de télécommunications, disons émetteurs de monnaie électronique, et banque commerciale. Est-ce que concurrents, partenaires, collaborateurs, quelle est votre opinion sur ça par rapport au développement du numérique en RDC? Et on va conclure sur cela. Si vous pouvez, en quelques mots, nous faire part de votre opinion sur ça. Alors, la question m'est adressée ou je commence ou je laisse… Oui, vous pouvez commencer 1 minute max. Non, 30 secondes. Mais je pensais que c'était les dames d'abord qui commençaient. Non, Il n'y a pas de problème, le monsieur monsieur Albert, vous d'abord. pouvez continuer. Non, en fait, je pourrais dire partenaire parce que il faut bien regarder, le futur et comme je dis, il faut pas tuer le futur. Donc, je dirais partenaire. Mais par contre, des partenaires qui doivent. Par contre, quand on est partenaire, on a tous deux des véhicules. Et par contre, des partenaires qui attendent du régulateur de leur donner la route pour pouvoir effectivement faire en sorte que ce partenariat soit réellement un partenariat win-win et producteur pour le pays, vu le potentiel et les opportunités que nous avons sur le marché. Voilà. Voilà ma Merci minute. beaucoup, monsieur. Merci. Et monsieur Lukama, en une phrase ou deux. Moi, je résumerais ça en un mot que je vais être développé en 2-3 phrases. C'est de la coopétition. C'est de la coopétition, c'est-à-dire que nous devons obligatoirement être des collaborateurs et chacun étant dans son secteur pour ensemble faire évoluer l'écosystème sans en fait, des partenaires adversaires, comme on dit. Et dans un marché qui est structuré, les partenaires collaborateurs adversaires ne se bouffent pas, mais font ensemble du win-win pour faire évoluer le marché, chacun évidemment dans sa proportion et dans ses limites. Merci beaucoup, monsieur Lukama. Et à vous, madame Djani, la dernière La même chose, en fait, partenariat. Nous savons tous aujourd'hui, voilà, que nous devons être partenaires parce que nous devons réussir cette transformation digitale ensemble qui va pousser encore plus rapidement l'inclusion financière. Et nous savons que les nouvelles technologies aujourd'hui, en fait, aident beaucoup à rendre les services beaucoup plus, voilà, moins onéreux et en fait, aident dans la proximité de services qui est très important pour nous permettre de rogner la part du business qu'il y a dans l'informel. Donc, partez. D'accord. Merci beaucoup à nos panélistes et je remercie aux participants aussi de nous avoir envoyé leurs questions.
Je pense que là, on va passer à la session questions-réponses. Venant des questions, on va adresser certaines questions. Et ceux qu'on ne pourra pas adresser durant cette session, à cause du temps, nous allons vous répondre et vous les transmettre dans quelques jours. Donc déjà, la première question, elle est adressée à Monsieur le directeur de système de paiement de la BCC. La question est énoncée en disant quel est le lien et le rapport entre l'acquisition d'une nouvelle infrastructure de paiement instantané et le switch monétique national. Les deux systèmes ne devraient-ils pas être gérés en un seul système? Monsieur le directeur? Oui, madame, merci pour cette excellente question. Je pense que fondamentalement, la réponse à cette question rejoint, disons, nécessite qu'il y ait des travaux assez approfondis au niveau de la Banque centrale pour définir les spécifications requises pour proposer des systèmes devant fonctionner pour atteindre tel ou tel autre objectif. Ce que moi je sais fondamentalement, les switches monétiques sont designés pour globalement traiter les transactions sur les cartes. Et ce n'est que récemment qu'on commence à ajouter sur les switches des transactions effectuées par mobile monnaie électronique. Et donc, les switches monétiques voilà, ont leur zone de confort limitée à ces deux instruments de paiement. Par contre, pour les infrastructures financières instantanées, elles sont mises en place beaucoup plus pour cibler les virements, hein, accélérer les flux de traitement des instruments de paiement qu'on appelle des virements et de Alors, c'est comme si on était coupé, voilà, sauf si On on vous ne reçoit? m'entend pas. On Voilà, vous donc reçoit? les infrastructures de marché financier installées pour les transactions instantanées, elles, par contre, visent essentiellement les virements. Maintenant, si vous voulez bien voilà, mettre en place des structures hybrides, on peut bien imaginer que ces infrastructures soient combinées pour en faire une seule infrastructure. C'est le cas qui existent également, mais pour notre part, nous pensons que il y a moyen de le séparer, rester voilà, sur les virements avec les infrastructures instantanées et au niveau du switch, on y réservera uniquement que les transactions sur la carte et la monnaie électronique pour spécialiser un peu les infrastructures de marché financier. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le directeur. Je pense qu'il y a une question qui pourrait être, que vous pourrez adresser aussi. Il y a un nombre croissant, en tout cas la personne souligne qu'il y a un nombre croissant des institutions financières en RDC, mais il y a une frange de la population au bas de la pyramide qui est à faible revenu et ils n'ont pas encore accès au système de paiement légal ou bien ces institutions n'arrivent pas à les toucher. Donc, la question est qu'est-ce que la BCC fait concrètement en matière d'inclusion financière pour cette population n'ayant pas des comptes bancaires formels en général? Alors, la question, elle est sensible hein, parce que on a tendance à croire que la Banque centrale peut tout. Elle a beaucoup de pouvoir, mais elle ne peut pas être le seul acteur à driver pratiquement la problématique de l'inclusion financière. Il faut qu'il y ait pratiquement autour de la table toutes les forces vives qui sont intéressées par cette question-là. C'est comme ça que nous nous retrouvons au moment où nous parlons autour du ministère de Finances qui a conduit des études ayant permis de finaliser la stratégie sur l'inclusion financière. Et dans cette stratégie, nous avons listé pas mal d'actions euh, qui seront déployées sous forme de feuilles de route pour adresser des problématiques concrètes qui, au jour d'aujourd'hui, constituent des frictions empêchant que nous puissions accélérer
ou améliorer les taux d'inclusion financière. Et donc, des actions qui relèvent du pouvoir de la Banque centrale, ils sont reprises. Les actions qui relèvent du pouvoir budgétaire également sont reprises. Bref, tous les secteurs qui ont été mobilisés autour de la table pour concevoir cette stratégie-là ont mis en place des actions qui, je l'espère à terme, pourront permettre effectivement d'améliorer la situation de ce point de vue-là. Pour moi, je pense que nous avons déjà une tendance des fonds qui est là, mais qui a juste besoin d'être, j'ai envie de dire, encadrée en apportant voilà, les mesures qu'il faut de manière à permettre à la machine de donner le meilleur d'elle-même et de rattraper le retard qui est le nôtre. Je ne sais pas vous égrener ici action par action, mais le fait qu'il y ait déjà une stratégie d'inclusion financière validée par le gouvernement et qui n'attend que, voilà, disons, être mise en œuvre, ça peut constituer un motif d'espoir pour voilà, nous permettre sensiblement d'améliorer les taux d'utilisation des services financiers. Donc, peut-être pour la même question, Madame Jenny, est-ce que vous pouvez partager certains efforts du côté du secteur privé que vous faites pour pouvoir inclure ces populations qui sont des fois mal servies ou en tout cas difficilement atteintes pour améliorer l'inclusion financière? Madame Jenny, vous me suivez? Oui, oui. OK. En fait, du côté banque, comme le directeur l'a dit, voilà, ce ne sont pas seulement les efforts au niveau de la Banque centrale. Au niveau des QTB-CDC, en fait, ce que nous avons fait, je pense que voilà, c'est un peu la tendance générale maintenant avec les autres institutions. Nous travaillons en partenariat avec voilà, plusieurs acteurs sur le marché. Nous allons même, voilà, au niveau des détaillants. Aujourd'hui, vous connaissez le service, voilà, avec des agents bancaires, en fait, qui nous aident justement, en fait, à rendre un certain nombre voilà, de services financiers, en fait, à ces populations. Mais voilà, en fait, c'est comme ça que l'interopérabilité est très importante parce que supposons que Equity BCDC couvre un certain nombre de coins et que voilà, il y a tel opérateur qui, avec ses opérateurs, couvre aussi un autre coin. Si jamais en fait il y avait interopérabilité, chacun des acteurs pouvait, j'ai envie de dire build sur ce que l'autre, sur les efforts en fait de l'autre. Mais en fait, comme on avance un peu de façon je dirais, individualiste, en fait, hein, c'est manque un peu de structuration, fait que, voilà, les efforts de tout un chacun, c'est vrai que c'est visible, mais ça aurait pu avoir un très grand impact si c'était là à fond coordonné. Mais en tout cas, en tant que banque, voilà, nous avançons dans cette direction et nous travaillons avec de plus en plus de fintech et voilà, de MNOs pour adosser, en fait, un certain nombre de services financiers même aux transactions qui se font sur des wallets pour permettre justement de rendre éligibles toutes ces personnes en fait qui transactent via les wallets en fait. Voilà un peu notre contribution à ces stades et qui peut être améliorée avec l'amélioration de l'infrastructure de façon générale. Peut-être préciser, si vous permettez, Madame Angèle, par rapport à l'interopérabilité, elle est bien coordonnée parce que tout un projet a été initié depuis 2018 par la Banque centrale et qui avait l'ambition de connecter l'ensemble des prestataires gestionnaires de comptes qui sont installés en RDC d'ici une année. N'eût été pratiquement la forme d'opposition voilà, qui ne dit pas son nom qu'on a observé durant toutes ces années dans le chef de certaines catégories de l'assujetti. Au jour d'aujourd'hui, on serait un peu plus loin par rapport à la problématique d'interopérabilité. Donc, je pense que le marché, sur ce coup-là, a vraiment fait fausse route. On dit que le marché ne se trompe pas, mais sur la problématique de l'interopérabilité, moi, j'ai envie de dire au marché, vous vous êtes trompé, vous ne pouvez pas privilégier les intégrations bilatérales en lieu et place des intégrations multilatérales. Il vous donne un seul accès et vous avez
la possibilité, voilà, d'échanger avec tout un univers, aussi bien au niveau national qu'à l'extérieur du pays, plutôt que de multiplier les intégrations, voilà, avec chaque partenaire, ce qui vous coûte cher, avec l'obligation derrière de développer des coûts de maintenance, on n'en plus fini. Tout cela se répercutant sur le coût des services que vous appliquez sur le marché qui empêche finalement d'améliorer l'accès. Là, le marché a bégayé. Alors, pour être beaucoup plus concret, peut-être par rapport à ce que la Banque centrale fait, toujours par rapport au projet monétique, nous avons mis en place tout un centre de perso pour, je vais dire, démocratiser l'accès à la carte bancaire. Aujourd'hui, on vend une carte, en tout cas à bas coût, autour de 5-10 $, mais la Banque centrale, à travers Mosolo, euh, délivre des cartes qui sont personnalisées à un coût inférieur à 1,5 $, ce qui est une performance inouïe qui permettrait justement, voilà, de pousser les gens progressivement à passer d'une préférence pour les cash à la préférence pour les instruments de paiement alternatifs. Donc, c'est pour nous vraiment un travail de chaîne qui nécessite que chacun regarde l'intérêt collectif. Et de cette façon, on peut adresser la question et réussir notre pari de digitalisation de l'économie. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur. Peut-être deux questions. En fait, c'est deux questions qui sont liées avant de conclure. On a assez dépassé notre temps et nous remercions déjà les participants pour leur patience. Et donc, la question, elle est autour des fintechs. Donc, ce sera encore pour Monsieur le Directeur ou pour faciliter les nouveaux entrants, tout en protégeant les consommateurs des services financiers. Qu'est-ce qui est mis en place en tant qu'outil au niveau de la BCC, ou en tout cas, qu'est-ce qui est planifié, je voudrais dire, pour pouvoir en tout cas pallier à cela. Et la deuxième question qui est liée à cela, il existe-t-il un moyen d'avoir en fait des informations, ou en tout cas accéder à ces informations, particulièrement pour les fintechs, pour pouvoir savoir mieux s'implanter, ce qui est requis, etc. Donc, les deux questions, si je les ai combinées, et si vous pouvez les adresser en quelques mots. Et puis, le reste des questions, nous allons les répondre et partager avec nos participants dans les jours à venir. Merci, madame. Nous sommes la Banque centrale, donc entité de régulation. Nous avons tendance à être considérés que les institutions comme les nôtres, nous sommes très conservatrices. Donc, face à n'importe quelle innovation, nous avons tendance à voir où se trouvent les risques, où sont les problèmes, où sont les pièges. Et tant qu'on n'a pas compris réellement où sont les risques et comment mitiger ces risques-là, nous avons difficile à nous voir parce qu'on sait que fondamentalement, on est là pour l'intégrité du système financier, pour la protection de l'épargne. Si nous ne le faisons pas, ça sera le même marché qui reviendra pour nous tirer dessus. Un seul acteur qui fait défaut, qui est envoyé au tapis, ça jette un tel discrédit sur l'ensemble du système que ça peut annihiler les efforts de la Banque centrale voilà, à mettre sur le chemin d'expansion l'ensemble du système financier. Voilà pourquoi, par rapport au fintech, nous avons été un peu hésitants jusqu'à ce que nous avons compris qu'il y avait intérêt, ne serait-ce que d'abord de commencer par un cadre réglementaire d'entrée de gamme, qui était l'instruction 42 que nous avions produite pour comprendre un peu ce que ces acteurs font. Maintenant que les choses sont plus ou moins claires, nous sommes en train d'aller maintenant pour mettre en place un bac à sable réglementaire qui, lui, aura justement la liberté de nous donner un peu plus de moyens de tester certaines solutions, j'ai envie de dire en pré-prod, pour collecter les éléments de décision nécessaires et faciliter leur accès sur les marchés. Vous faites le même business, vous avez le même risque, alors vous aurez la même régulation et le même contrôle, tout en veillant dans quelle mesure on peut proportionner les dispositions pour les rendre plus efficaces. Mais c'est beaucoup plus, en tout cas, autour du bac à sable que nous sommes en train de miser pour un peu, disons, doper l'entrée de ces acteurs-là
notre écosystème. La dernière question, je crois l'avoir perdue. C'est le canal. En tant que FinTech, existe-t-il un canal pour s'informer auprès de la Banque centrale sur le niveau d'avancement des demandes d'agrément et avoir des précisions sur les types d'agréments, conditions d'accès, etc. C'est une question piège. Bon, la Banque centrale, c'est une institution qui n'est pas fermée. S'il y a quoi que ce soit comme demande, nous avons nos numéros qui sont publics, mais je comprends l'intérêt peut-être de formaliser un peu des outils d'interaction avec les acteurs du marché. Peut-être que dans le cadre de notre collaboration avec l'UNCDF, on pourra voir où sont ailleurs des outils qui sont performants, qui permettent d'interagir comme il se doit. Je crois savoir qu'au Maroc, il y a ce genre d'outils. On pourra voir comment voilà, l'implémenter également chez nous. Parce qu'en fait, l'idée, ce n'est pas de croire que la Banque centrale ne veut pas ça, ne veut pas changer. C'est vraiment cette idée qui parfois reste et qui a la peau dure, qui pense que nous avons voilà, une banque centrale qui vit dans un autre âge. Et pourtant, nous sommes bel et bien dans notre temps, mais nous sommes une institution à la base qui regarde le risque. Et il n'y a pas 36 manières de regarder les risques que si on le comprend. Malheureusement, parfois, c'est les acteurs du marché eux-mêmes voilà, qui vous présentent une réalité, mais derrière, ils savent que ce n'est pas toute la réalité qu'ils présentent, juste pour avoir l'agrément. Dès qu'ils sont installés, ils commencent à faire totalement autre chose. Donc, je pense que par rapport à l'accès à l'information, nous sommes open. S'il y a des choses qui nous échappent, moi, je suis totalement preneur pour en savoir un peu plus. Merci. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Et peut-être je peux prendre, il y a une question qui a été adressée à l'UNCDF. Quelles sont les recommandations concrètes que vous proposez pour améliorer l'efficacité, l'accessibilité et l'inclusion financière des transferts de fonds transfrontaliers en RDC? Donc déjà, à la base, nous avons parlé de l'inclusion financière. Déjà, nous avons parlé de la distribution et nous avons parlé aussi de l'interopérabilité, mais aussi nous avons mentionné le besoin de capitaliser les relations déjà qui existent entre pays pour pouvoir aussi voir dans quelle mesure ces relations peuvent être, je veux dire, capitalisées pour pouvoir mieux servir ce service en particulier. Mais aussi, ce projet que nous sommes en train de mener sous l'égide de la CEAC est un premier pas concret qui permettra aux États membres de la CEAC d'avoir un niveau, si je peux appeler un benchmark, par lequel ils pourront améliorer leur cadre réglementaire et renforcer leur système de paiement. Et cela, ultimement, conduira à un flux de transfert de fonds à des coûts qui sont réduits, mais aussi avec une interopérabilité solide, et cela impacterait d'une manière efficace l'inclusion financière dans tous les pays. Donc, j'espère que cela donne une certaine perspective de ce que, en tout cas, nous recommandons d'une manière pratique. Je pense que, vu le temps, nous allons répondre au reste de questions en off, c'est-à-dire après, et nous allons vous partager les réponses de toutes les questions qui n'ont pas été adressées durant cette session. Sur ce, je voudrais vraiment remercier tous nos participants qui ont pris le temps de se joindre à nous. L'UNCDF est très reconnaissant de votre participation active. Le niveau d'intérêt et les interactions au cours du webinaire reflètent bien l'opportunité qui s'offre à nous de transformer davantage l'écosystème de transfert de fonds en RDC. Et j'aimerais aussi vous faire savoir que nous organisons un autre webinaire le 30 novembre sur le thème maintenant qui sera un peu plus régional, le thème d'harmonisation régionale, mais comment exploiter le plein potentiel des transferts de fonds pour le développement économique de l'Afrique centrale. Nous nous réjouirons de vous revoir durant cette session également. J'aimerais aussi nous rappeler qu'en fait, la vision de l'UNCDF des économies numériques inclusives, soutenant les migrants et les bénéficiaires vers l'inclusion économique, la santé financière et la réduction des inégalités, ne peut devenir une réalité dans les pays que si les parties prenantes sont équipées et comprennent les opportunités. Le rapport d'évaluation des politiques et des infrastructures
sont conçus en fait comme une ressource permettant d'orienter les actions des parties prenantes vers les objectifs qui tiennent compte des besoins des plus vulnérables, mais aussi des réalités commerciales et réglementaires. Nous souhaitons aussi, et d'une manière spéciale, remercier l'Agence suédoise de développement, SIDA, et la Direction suisse de développement et de coopération, nos partenaires qui, grâce à leur généreux soutien financier, ont fait et continuent de faire de ce projet une réalité. Nous remercions également les nombreux partenaires et collaborateurs qui contribuent à nos efforts pour l'harmonisation régionale des politiques de transfert de fonds dans la région de la CEAC. Cette appréciation s'étend bien entendu à l'équipe de la commission de la CEAC pour avoir soutenu ces efforts, à la Banque centrale du Congo qui soutient ces efforts en RDC et aux parties prenantes du côté de l'OFRE qui ont été impliqués depuis le début et ont contribué extensivement de manière substantielle à ce travail. Nous partagerons l'enregistrement, comme nous l'avons mentionné, et le matériel avec tous les participants dans les prochains jours. Je vous remercie et vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Merci à tous, au revoir.